Bonsoir. Dans le cœur des Français, la ville de Nice rime avec douceur de vivre. Pourtant, la ville est en proie à de nombreux trafics, notamment dans ses quartiers populaires. C'est fermé, messieurs, faudra passer un peu plus tard. On est jeunes, on fait le contrôle. La vente de drogue s'y passe en plein jour et au pied des immeubles. Ça les gêne pas du tout de couper du cannabis sur la public. Pour lutter contre ce fléau et maintenir l'ordre coûte que coûte, les policiers municipaux affichent une tolérance zéro. Cela au prix d'opérations spectaculaires, aux risques nombreux, face à des bandes organisées sans limite. Sors ton arme, sors ton arme. Oh la vache, je pensais pas tomber sur un flingue, je te dis. Voici 100 jours avec la police de Nice, un document d'Olivier Aspitart et d'Olivier Kleplatsky pour C8. Nice, 5 h du matin. Au centre de vidéosurveillance, les policiers gardent leur sens en éveil. Depuis quelques minutes, ils observent un groupe d'hommes qui semblent se quereller. Lorsque soudain, après avoir tenté d'assommer 2 hommes, l'individu en chemise blanche se fait frapper de toutes parts. Sonné, il réussit à reprendre l'ascendant, mais pour une courte durée. Les opérateurs vidéo informent les équipes sur le terrain pour mettre un terme à cette bagarre qui pourrait mal tourner. Il y a urgence car sur place, l'homme à la chemise fait désormais face à 5 hommes qui lui assènent coup sur coup. Mon frère, il cherche la merde là, c'est sérieux lui. Pourquoi il cherche la merde? Il cherche la merde, il cherche la merde. Les hommes qui se sont battus sont sérieusement alcoolisés. Les policiers comprennent mieux l'origine de cette rixe. C'est bon pour vous? Oh, Oui, les votre service là. il va se calmer, monsieur? Pourquoi il fait ça? Il va se calmer, c'est bon? Allez, Si j'ai pas le temps. prenez vos affaires, remettez votre chemise, votre chaussure, vous y allez. Allez, c'est parti. Comme il n'y a pas de blessés, les policiers cherchent avant tout à calmer les esprits. Mais c'est loin d'être gagné. Allez, tout le monde se disperse, c'est bon? Chacun part de son côté. Les 2 clans se jettent des regards noirs et se menacent. Merci, monsieur. D'accord? Si, viens, on y va. Allez, on y va. C'est bon là. Ah, je suis dessus. Vas-y. Ah, regarde. Bon, allez. Casquette, je vais te la rentrer. Les policiers restent sur le qui-vive, car ils savent qu'une simple étincelle pourrait rallumer le brasier. Aucun dépôt de plainte, aucune sollicitation des SPR. Chaque partie va s'éloigner de son côté. C'est sans suite, comme reçu. Soudain, l'homme molesté fait volte-face et revient sur ses pas. C'est quoi ton... Oh, Ses assaillants sont à quelques mètres et encore très énervés. téléphone. L'homme vient de se rendre compte qu'il avait perdu son téléphone. Quelle couleur il est? Mort. Avec une tête de mort derrière. Reste ici avec nous. Par chance, les policiers l'ont retrouvé dans la rue. Celui-là, son téléphone, tu tournes par terre. Hé, regarde ton téléphone, t'as de la chance, on l'a trouvé par terre. Maintenant, écoute-moi bien. Tu prends, tu rentres chez toi. Je rentre chez moi, mais on me saute pas dessus. D'accord, maintenant tu prends, tu rentres chez toi. Avant de filer en déguisement. Allez. Ce type d'attaque n'est malheureusement pas un cas isolé pour les policiers municipaux. 5 h du matin, c'est la sortie de boîte. Donc oui, on est présent sur le terrain pour éviter tout ce genre de débordement. Donc de la simple bagarre aux dégradations et à tout ce qui peut être lié à une sortie de boîte festive un samedi matin. Ce soir, le bilan de cette bagarre aurait pu être bien différent sans les yeux des caméras de vidéosurveillance. C'est pour ça qu'on a une attention particulière sur la vieille ville, parce que c'est là que se concentrent les énergumènes et au petit matin, ça part tout de suite en cacahuète. Dans le sud de la France, Nice est le poumon économique de toute une région grâce au tourisme et à ses nombreux programmes d'innovation. Un succès qui attire et fait aujourd'hui de Nice la 5e ville française avec plus de 340 000 habitants. Mais cette croissance folle s'accompagne d'une délinquance en plein essor. Dans les quartiers populaires de la ville, des bandes organisées mettent en place des trafics illicites. C'est fermé, messieurs, faudra passer un peu plus tard. Sans même se cacher. On est jeunes, on fait le contrôle. On n'a pas de diplôme, on fait de l'argent. Un sentiment d'impunité que les policiers municipaux tentent de combattre au quotidien.
Avec 550 hommes, la police municipale de Nice est une force de frappe unique en France. Leurs missions sont parfois dangereuses. Je pensais pas tomber sur un flingue, je te le dis. Et leurs interventions permettent de sauver des vies. Bon, oui. Oui, 2 fois. Là et là. Entre surveillance Voilà pourquoi on regarde sous les véhicules. Parce que des fois, on peut trouver ça. et course-poursuite spectaculaire, les policiers municipaux de Nice doivent redoubler d'audace et de ruse pour prendre les délinquants la main dans le sac. Je suis derrière toi tout à l'heure, maintenant tu te tais, d'accord? On t'a vu courir. Mais c'est au moment des fêtes populaires que toute la tension se cristallise. T'es en train d'allumer un feu de conteneur. Les rassemblements comme le réveillon de la Saint-Sylvestre sont toujours synonymes de débordement. Alors pour assurer le maintien de l'ordre, les moyens déployés sont extraordinaires. Au milieu des feux, Messieurs, vous reculez! des bagarres Là-bas, ça se bat grave au bout là. Ils sont en train de se battre. et des drames. Les pompiers vont arriver. Oui, affirmatif. Elle est tombée du 4e étage. Vous allez voir que la tâche des policiers municipaux de Nice n'est pas simple. Ah, vous parlez pas aux femmes? Espèce de sale fonctionnaire de merde. Et qu'ils doivent parfois se montrer fermes Je suis en train de te parler, moi. pour ramener la paix sur la ville. À Nice, il est 8 h du matin. La police municipale se prépare à mener une opération au coup de poing dans un quartier populaire de la ville où un trafic de drogue se serait installé. On va monter légèrement en piéton au stop, vous avez cité votre église. Jean-Christophe, le chef de service de la police municipale, est aux commandes de cette mission délicate. Pas tout seul. Donc 2 et 5 à la radio pour Michel. Vous demandez la vidéo pour véhicule. Une vingtaine de policiers ont été réquisitionnés pour l'occasion. Chacun aura un rôle précis à jouer. Pour les 2 flashs, pensez à vous écarter des bâtiments, vous mettez en position centrale et vous prenez de part et d'autre sur tous les points hauts pour vous. Okay, nous on gère le bas. Ça marche? Allez, on est en route. Les policiers municipaux ont été informés qu'un point de deal se trouverait au pied de l'une de ces tours. Bonjour les dames. Contrôle de police, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Je suis parti chez moi. Il n'y a rien d'autre là-dedans? Là, j'ai rien du tout. Tandis que Jean-Christophe et ses hommes s'engagent dans un immeuble à la recherche de traces de stupéfiants. Johan et ses collègues restent à l'extérieur, au cas où les choses tourneraient mal. Ça a gueulé. Dans ce quartier, le danger peut venir de partout et notamment des fenêtres. Ah, elle est déjà prise. Les jets de projectiles sont une réelle menace pour les policiers. Tu vois, il y a une dame qui est contente de nous voir. Donc, mon boulot, là, c'est de vérifier qu'il n'y a rien qui part d'un étage. En attendant le retour de Jean-Christophe, Johan inspecte machinalement les alentours. Les collègues, c'est bien sorti de là. Soudain, il aperçoit quelque chose sous la roue d'un camion. Voilà pourquoi on regarde sous les véhicules. Parce que des fois, on peut trouver ça. Bah, ça, c'est un couteau hein, qui a vraisemblablement servi à couper de la résine. Donc là, on est en pleine voie publique. Ça veut dire que ça leur gêne pas du tout de couper du cannabis sur la public. Cet indice indique que les policiers sont sur la bonne piste. Tu m'as l'air rudement au courant, toi. Mais ils vont devoir jouer serré car les trafiquants de drogue gardent un coup d'avance. Ils ont vu quelque chose partir ou pas? J'ai trouvé ça par terre. Là, c'est que du conditionnement qu'il y avait. Et ça sent pas du tout le stup. La dame, elle m'a confirmé que c'était bien là. Elle m'a dit c'est là que ça se vend. Ouais. Ces petites pochettes en plastique saisies dans l'immeuble sont un indice de plus. Quand on trouve, en général, il y a quelque chose dedans. Mais là, visiblement, en fait, ils ont trop posé la logistique dans une des parties communes et de toute évidence, c'est préparé pour être utilisé. Ça n'a pas été abandonné. Soudain, tout s'accélère. Kevin, prends la puce là. Johan a vu un homme prendre la fuite à quelques mètres devant lui. Les policiers le prennent en chasse. Les forces de l'ordre pénètrent à l'intérieur d'un bâtiment et s'engagent au sous-sol car ils ont entendu un bruit. Non, stop là. Allez, on y va. Cherche. L'espace est immense et les policiers se séparent en plusieurs groupes. Qui c'est qui a une lampe? Tiens, je vais en faire oui. Avec son collègue, Johan s'enfonce encore un peu plus dans les entrailles du bâtiment. Oh la vache. Putain, tous les sachets, mon pote. Vas-y.
Plongés dans le noir, les policiers ont du mal à distinguer quelque chose. Sors ton arme, sors ton arme. Vas-y, progresse. Le silence est total. Johan avance pas à pas car il ne sait pas sur quoi il pourrait tomber. Ça reste à gauche, vas-y, prends la droite. Vas-y. Il va y en avoir des trucs volés ici, je te le dis. T'as regardé au fond à gauche là ou pas? Avec prudence, Johan et son collègue inspectent chaque coin et recoin. Charbonneur, ils sont ici. Mais aucune trace du suspect. Ce labyrinthe semble servir de lieu de ralliement à plusieurs bandes du quartier. Ouais. Ce qui reste d'un squat, quoi. Les box sont fracturées. Et de nombreux objets jonchent le sol comme ces télés, peut-être volées. Ah, vous voyez ici, c'est des garages désaffectés en fait dans une propriété habitée. Donc vous pouvez constater qu'en fait les gens ils ont abandonné le terrain complètement malheureusement au profit des dealers qui eux c'est pas parce qu'on condamne un endroit qu'ils vont pas s'en servir, bien au contraire. On peut constater que voilà, le domicile, de toute façon, ils l'avaient déjà et ils l'ont encore. C'est en remontant à la surface que les policiers finissent par retrouver l'homme qui avait pris la fuite. Pourquoi tu cours? Oh, regardez, vous faites les choses parce que vous êtes plusieurs. Viens seul. Ah ouais? L'homme tient tête aux forces de l'ordre. Mais en le palpant, le policier ne trouve rien. Ils doivent donc le relâcher. On te demande de venir, tu viens. Je viens pas, je suis chez moi. Je ne vais pas me faire contrôler par des municipaux. Ils me contrôler en voiture, pas à pied. Tu nous verras tous les jours alors. Le chef de service de la police municipale ne perd pas espoir. Il sait que tôt ou tard, les trafiquants commettront une erreur et il sera là pour les arrêter. Ce jour-là, en début de soirée, une rixe vient de débuter à proximité d'une ligne de tramway. Plusieurs équipages de police sont en route pour éviter que cette étincelle crée une bagarre généralisée. Au centre de vidéosurveillance, les policiers assistent en temps réel à un combat qui oppose deux hommes. On a un visuel caméra, un individu de forte corpulence, torse nu. Un deuxième individu chauve également, avec un t-shirt gris et sac à dos noir. Heureusement, une première patrouille est déjà arrivée sur place et sépare les deux individus. Rejoints par plusieurs voitures, les policiers font rapidement retomber la pression. D'après les témoins, ce serait cette personne vêtue d'un t-shirt qui aurait mis le feu aux poudres. Vous connaissez? Vous connaissez, il n'y a pas de souci. Tout le monde me connaît. Je ramasse des bouts de fer par terre. Vous connaissez, monsieur. Voilà. J'ai vu plusieurs fois. Voilà. L'homme ne décolère pas. Il se serait emporté après avoir été pris en photo à son insu par une adolescente. Oh, quelqu'un me dit, casse-toi, PD. Oh, mademoiselle, j'ai 3 enfants. Le plus grand, il a 8 ans. Tu me dis, casse-toi, PD. Et après, il arrive, il me dit, prends d'arabe. Si on va se calmer. Il n'y a rien, je rentre chez moi. Non, il n'y a rien. On va dépatouiller tout ça, d'accord? Il n'y a rien, je veux même pas prendre des lettres. Il n'y a rien. On va dépatouiller tout ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. À quelques mètres de là, l'oncle de la jeune femme livre aussi sa version des faits. C'est bon. Il n'a pas parlé comme il parle. Il aurait rien dit, il aurait dit pourquoi tu fais des photos, pourquoi tu snaps. Il a snappé avec sa soeur, basta. De quoi ça le regarde? Il a pété les corps, ça y est. Cet homme est conscient qu'il est allé trop loin, mais s'il a fait cela, c'est pour protéger sa nièce. Non, il n'y a rien, monsieur. Moi, je vais aller. Vous savez où je vais aller manger la glace avec mes nièces? Et basta. Stop. On était là en train de marcher, des fouilles. Les deux hommes ne souhaitent pas porter plainte. Cette affaire en restera là. Mais tous les coups de sang ne se terminent pas de la même manière. En cette veille de week-end, les Niçois sont venus nombreux dans les bars pour faire la fête. Avec l'alcool, les policiers se préparent à de nombreux débordements. Il est 23h30 lorsque Johan, le chef de la brigade de nuit, aperçoit un groupe de personnes qui se disputent.
Là-bas, 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 bloque-les là-bas, là-bas. La situation est confuse. Les policiers séparent deux hommes qui cherchaient à se battre. L'un d'eux a la lèvre en sang. Restez là pour l'instant. Mais là, c'est ta grand-mère. Je t'ai touché? Allez-y, monsieur. Je suis resté là. Il n'y a aucun problème. Tournez-vous, faites face au mur. Johan palpe l'homme qui serait l'auteur des coups et le questionne. Elle est partie de quoi l'histoire? Elle est partie des meufs comme d'habitude quand on sort le comité. Bourré, elle a voulu faire la belle, dégage. Il est arrivé là, il voulait faire. Voilà, je suis ma copine, dégage. C'est dingue. Attends, bon, c'est dingue. Vous êtes échangé les coups? Non, moi j'ai pas touché. J'ai pas touché. Jamais lui. Ah, lui, il s'est échangé un coup contre un mec. Un contre un. Mais contre vous avec lui. Non. Moi je marchais. Cet homme affirme qu'il n'a rien fait. Simple témoin de la bagarre, il aurait été là au mauvais moment. En face, l'homme agressé livre pourtant une autre version aux policiers. Lui, il essaie de me mettre un coup, mais non. Avec le t-shirt gris. Ouais, exactement. Ouais. Mais je m'en fous de ça, parce qu'on s'est mis sur la gueule, il n'y a pas de souci. C'était une merde, ce mec. C'est trop savoir, parce que c'est une merde. Il y en a pour téléphone. Ouais, 0663. Malgré son coup au visage, la victime alcoolisée accepte son sort. L'homme est plus frustré d'avoir perdu son combat. Donc vous portez plainte? Non. Honnêtement, je m'en fous, mais c'est juste. Une merde. Moi, je rentre à la maison. Demain, je travaille 8 heures. Vous habitez où? Dans le Vénus, pas loin. C'est où? Vu que les blessures sont très légères, Johan relâche le suspect. Rentrez chez vous. Ouais, merci bien. Au lieu de finir au commissariat, ouais, parce que la dernière fois, 3 jours, je suis resté. c'est pour ça. Allez, bonsoir. Pour le couple d'amoureux, plus de peur que de mal au final. Donc vous prenez votre compagne, votre ami. Bébé, on y va, vas-y, viens. Dans l'autre sens. Au revoir, monsieur, merci. Bonsoir. Voilà, vous avez réconcilié. Là, c'est sûr. Ciao, au revoir. Une petite bousculade, pas de dépôt de plainte, pas de blessés. Donc pour nous, ce sera sans suite. Chacun part de son côté et chacun rentre à domicile. Fin d'intervention, quitte les lieux. Johan continue sa patrouille à pied. Il vient de recevoir un appel et se rend maintenant dans les rues du Vieux-Nice. Et ici aussi, l'ambiance est explosive. Vous êtes là pour faire la sécurité, non pour bastonner sur les gens. Ils m'ont déjà tabassé jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Non, monsieur, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Encore le sortir de la fête. Je ne bouge pas. J'ai été menacé. Calmez-vous, calmez-vous. C'est bon, calmez-vous, on va discuter. Cet homme affirme qu'il a été agressé par le vigile d'une boîte de nuit. Je suis très fâché, monsieur, parce qu'ils m'ont bastonné à toi. Ou alors vous bastonnez au personnel. Alerté par les cris, le gérant de la boîte les rejoint. C'est lui qui a donné l'ordre d'expulser ce client. Ils m'ont bastonné, menacé, mélangé. Monsieur, si la France est un pays de quoi, vous allez voir. Arrêtez. Je suis en train de vous dire. Calmez-vous. Monsieur, vous êtes pas non. La victime présumée ne décolère pas et menace maintenant le gérant. Johan demande à cet homme de le suivre pour l'interroger au calme. Je suis dedans en train de danser. Une dame a appelé son verre, elle a déposé sur la table. Une dame qui dansait, elle a bousculé, ça s'est versé sur moi. Je lui dis, ah madame, comment vous pouvez verser la bière sur moi? Elle s'excuse, ce monsieur revient et commence à me brutaliser. Ok, après monsieur, après? Après j'arrive, doucement. Ce monsieur qui dit il est chef de la sécurité, il a commencé à me bastonner. À me gifler, je ne lui ai pas répondu, je n'ai même pas riposté. Vous avez vu? Je n'ai pas riposté. Devant la boîte de nuit, le vigile tente de calmer sa douleur. Sévèrement blessé au doigt, il décrit la victime présumée sous un autre visage. Il nous a insultés, on s'est poussé un peu, on est tombé par terre. Il m'a mordu mon doigt avec les dents et il n'a pas relâché. Impossible de le faire lâcher. Un autre client présent au moment des faits confirme le double visage de la victime présumée. Bon, par contre, il a commencé à vraiment être vulgaire. Il était nané, nana. Donc on a demandé de sortir. Il partait, il revenait. Il venait, on enlève sa t-shirt, sa chaîne, très agressif. On l'a appelé 17 et puis c'est des cas comme ça, malheureusement ça arrive au Venise. Pour Johan, la situation est très confuse. Compte tenu des blessures, ces deux hommes devront s'expliquer une fois la colère passée. C'est des violences réciproques?
Donc pour l'instant, on n'arrive pas à démêler. Chacun tient sa version. La personne est cohérente. Donc pour nous, ce sera sans suite dû aux violences réciproques. Chacun ira déposer plainte de son côté. Et tout le monde sera auditionné par l'issue. Il est 1h du matin. Les opérateurs du centre de vidéosurveillance continuent sans relâche leur mission d'observation. Soudain, leur regard est attiré par une bande de jeunes qui tournent autour d'un véhicule de police. Quelques secondes plus tard, ils vont se mettre à dégrader la voiture sans aucune raison particulière. Donc là, on a un individu qui est en train d'uriner sur la voiture d'un équipage. Ses amis, eux, ont une autre idée. Voilà, donc là, il est sur le capot. Il est content. L'homme qui vient de monter sur la voiture des policiers semble très fier de lui. Mais la parade n'est pas encore finie. Et là, le deuxième, il va le faire aussi. Les deux jeunes hommes ont voulu garder un souvenir particulier de leur soirée, mais leur humour ne fait pas rire les policiers. Alors, il n'y a pas de violence, mais ça reste quand même des faits. Ça peut être considéré comme de la dégradation. Et il pourrait rayer, il pourrait casser. C'est des choses qu'on n'accepte pas pour nous dans le privé, et donc encore moins auprès des autorités. Les équipes sur le terrain sont immédiatement prévenues. L'homme qui s'est soulagé sur la voiture de police a déjà été arrêté. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, les policiers ne tardent pas à mettre la main sur les deux apprentis acrobates. Cet homme est le premier à être monté sur la voiture de police. Cette arrestation inattendue le ramène brutalement à la réalité. Non, j'avoue, c'était con, hein, je vous le dis. Hein. On a trop bu. Bah ouais, on a bu un peu trop. Ouais. Faites quoi dans la vie? Moi, je suis steward. Steward, quelle compagnie? Je vais pas le dire du coup, je suis filmé. Non, mais c'est pas grave, ce sera pas dit. Franchement, je veux pas le dire, on sait jamais. Un sentiment de honte envahit le jeune steward, qui a peur de perdre sa place. À quelques mètres de là, même constat. Le jeune qui a uriné sur la voiture des policiers semble avoir compris la leçon. Moi, si je viens et que je pisse sur votre bagnole, ça va vous perdre. Bien sûr. On est d'accord? Je suis d'accord. D'autre part, quand il y a marqué police sur un véhicule, on y pisse encore moins dessus. Ça paraît logique. Logique. Sauf si on veut passer une mauvaise soirée. Exactement. Voilà. Donc c'est votre choix. Maintenant, il va falloir l'assumer. Après avoir examiné le véhicule, les policiers décident de passer l'éponge pour cette fois. Les trois suspects écopent d'un avertissement. Vous êtes les choses qu'il n'y a pas de dégradation. Non, mais vraiment, on va pas. Heureusement qu'il n'y a rien d'abîmé. Allez, bonsoir. Pareil. Leur soirée a bien failli se terminer derrière les barreaux. Comme de nombreuses villes françaises, certains quartiers de Nice manquent cruellement de places de stationnement. Un problème aggravé par les pratiques peu orthodoxes de certains commerces. Alors ce matin, les policiers municipaux ont décidé de marquer les esprits. On commence par Polyami. Messieurs, cet après-midi, on va faire un contrôle de garage. Jean-Luc dirige les unités territoriales de la ville. Aujourd'hui, ce policier de 63 ans intervient suite à de nombreuses plaintes. Les garagistes ont pris une mauvaise habitude, c'est donc faire l'occupation de l'OM public par rapport à leur véhicule. Donc il y a un abus là-dessus. Et nous avons tous les administrés qui se plaignent, qui ne peuvent pas avoir de place de stationnement. Donc notre rôle, c'est d'aller voir exactement, sur place, qu'est-ce qu'ils utilisent comme emplacement illicite. Par précaution, les policiers sont venus nombreux pour ce contrôle spécial. Car les garagistes peuvent parfois se montrer impétueux. Ça peut être dangereux, voilà, comme toute intervention que nous faisons aujourd'hui. C'est bon pour nous? Jean-Luc va en premier lieu cibler un réparateur de deux roues. Donc début de l'opération contrôle garage. Une fois sur place, les policiers découvrent devant le garage une bonne quinzaine de scooters entreposés sur la route. Donc vous voyez là, ils s'octroient le domaine public alors qu'il pourrait y avoir des stationnements pour des véhicules. Bonjour monsieur, police municipale. Mais en rentrant à l'intérieur du commerce, Jean-Luc aperçoit un moniteur. En l'observant d'un peu plus près, le policier comprend que le garagiste filme la rue devant sa boutique. Est-ce que vous avez fait une déclaration à la préfecture? De la caméra? Oui. Non, mais j'étais pas au courant. C'est délictuel. Je filme l'entrée de ma porte. Oui, et je vois les scooters. Je vois les scooters. Et la circulation des véhicules. Bah, c'était pas mon but. C'est atteinte à la vie privée des gens, monsieur. Voilà. L'homme semble tomber des nues,
Mais il va vite comprendre que cette petite caméra pourrait lui coûter très cher. Ça, c'est délictuel. C'est une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Monsieur, si je vous le dis, là, je peux vous dire que et vous allez l'enlever rapidement, quoi. Pour éviter de finir au tribunal, le gérant retire sa caméra sans broncher. Les policiers s'intéressent maintenant aux nombreux scooters stationnés devant le garage, car certains d'entre eux ne sont pas en état de rouler. Regardez les scooters que vous avez en état d'épave, on va dire. C'est des clients, ça le client. Mais c'est des clients, alors soit vous leur rendez leur scooter. C'est très compliqué. Et là, ils sont tous... Ils veulent pas payer, ils n'ont pas d'argent, et je sais pas, c'est trop cher tout ce que c'est. L'homme se défend, mais ce qu'il ignore, c'est qu'un scooter incapable de rouler n'a pas le droit de stationner sur la voie publique. Ce scooter, il va partir à la casse. Hein. Nous, on va vous les enlever, ces scooters, monsieur. On va les mettre à la casse. C'est nous qui allons les enlever. Tout véhicule, bien sûr, c'est votre responsabilité. Et c'est vous qui allez devoir payer. Face à l'attitude exemplaire du gérant, les policiers vont se montrer cléments. Vous remisez l'intégralité des deux roues dans votre garage parce que vous voulez. Maintenant, on va vous verbaliser pour le procès verbal d'occupation de domaine public. Ça, c'est obligé. C'est obligé. Et comme on vous fait grâce, si le responsable est d'accord, de l'enlèvement pour les véhicules, le véhicule épave. Mais il ne faut plus qu'ils soient sur la publique. Ils ne le seront plus. Non, mais à partir de maintenant. Oui, allez-y. J'annule le plateau, mais vous m'enlevez tous les véhicules. Avant que je parte, il n'y a plus rien à voir là-dessus. Le gérant du garage pousse un soupir de soulagement et commence à rentrer les scooters un par un. À demi-mot, le garagiste avoue enfin pourquoi il laissait tous ces deux roues devant son commerce. C'est un gros problème pour mon commerce. C'était la seule façon que les gens puissent savoir qu'il y a un magasin de scooters. C'était aussi commercial. Une demi-heure plus tard, la chaussée est méconnaissable. Les scooters ont tous disparu. Déjà pour nous, là, c'est nickel. Là, c'est déjà tout propre. Notre travail, là, il a été bien fait. Et demain, on reviendra, on repassera derrière pour voir s'il a obtempéré à ce qu'on lui a demandé. Le gérant écopera tout de même d'une amende pour occupation du domaine public. Ce sera au magistrat d'en décider son montant. Allez, on s'en va. Et vous allez voir que ce type de contrôle n'est pas anodin, car sur la Côte d'Azur, certains professionnels ont tendance à s'octroyer quelques libertés. Bon, pour nous, c'est fini, Franck, hein, disons, dans leur territoire. Jean-Luc va tomber cette fois sur un cas ahurissant. Monsieur, bonjour. Faites-nous voir les véhicules qui sont installés à vous, là. Ça, c'est ma voiture. Oui. Ah, perso. Oui. Perso. Oui. Ça, là. Oui. Oui. On va dire la voiture verte. La voiture bleue, la voiture grise. 3, 4, 5, 6, 7, plus les deux, on est à 9 véhicules à vous. 10. Pas monsieur. Ce garage automobile occupe 10 places de stationnement dans cette rue non payante. Sur les aires de livraison. Au fil des mois, ce professionnel a privatisé cette rue pour en faire une annexe. Jean-Luc n'en croit pas ses yeux. Ce sont des emplacements qui pourraient être attribués pour des autres administrés qui habitent dans le quartier, par exemple. Seulement, il met ses véhicules ici, il ne les bouge plus. Donc, si vous habitez dans ce secteur, eh ben, si un soir vous rentrez, vous n'avez pas de place. En continuant de s'entretenir avec l'associé du gérant, les policiers vont aller de surprise en surprise. Ce véhicule-là, il ne peut pas circuler, il n'est pas en état. Vous le mettez où le soir? Ah, il ne bouge pas. Si, je le bouge, je le déplace. De temps en temps. Oui. De temps en temps, voilà. Pas tous les soirs. Ah non, je ne vais pas vous mentir. Hein. Non, mais monsieur... Vous êtes là, je vous dire, je vais rentrer. Je suis d'accord. On est bien d'accord. Maintenant, on parle honnêtement, oui, je le laisse ici, il ne bouge pas. Et donc, le véhicule, il n'a rien à faire ici. Le comportement laxiste de ce garage commence à agacer les policiers. Quand vous devez travailler sur des véhicules, quand vous devez utiliser, faire des réparations, il faut que vous ayez un lieu de remisage de véhicules. Vous ne pouvez pas laisser tous les véhicules sur la voie publique, vous comprenez? J'entends bien. Le garagiste reconnaît son erreur qui, selon lui, viendrait d'un manque d'expérience. On est une jeune activité, on essaie de se lancer, on est jeune. Mais monsieur, on essaye aussi, nous, de vous faire comprendre. J'ai compris. On essaie de faire comprendre quand même que vous... c'est bien, c'est pour ça. On vous enlève... Moi, monsieur, pas mal de choses. Monsieur, je vous... Monsieur, vous paraissez très honnête et très sincère. Après avoir vérifié son activité, Jean-Luc offre une seconde chance au garagiste. Le policier ne veut pas alourdir la sanction et le faire fermer. On va enlever aucun véhicule. On vous laisse le temps de les enlever. Si demain, on repasse dans la journée et que les véhicules sont toujours là, on reverbalisera les véhicules qui sont en infraction. Est-ce qu'on est d'accord? Entendu. Voilà. Dans quelques jours, ce professionnel écopera d'une amende pour occupation illicite du domaine public. De quoi lui faire passer l'envie de recommencer. Voilà. Merci monsieur. Bonne journée.
Grâce au travail des policiers municipaux, les habitants du quartier auront chacun l'opportunité de se garer dans cette rue gratuite où les places sont chères. À Nice, la police municipale n'intervient pas qu'en bord de mer ou dans la vieille ville. Elle maintient aussi la pression dans les quartiers populaires pour mettre un terme au trafic de drogue. Une mission délicate, car les policiers n'y sont pas les bienvenus. Dans ces grands ensembles d'immeubles, comme ici dans le nord de la ville, le trafic de stupéfiants a lieu à toute heure du jour ou de la nuit. À droite et à gauche. Les policiers comme Julien enchaînent les patrouilles pour tenter de prendre les dealers en flagrant délit. Ils fument dans les halls, ils s'installent avec des chaises. Les gens, ils en ont marre, hein. C'est normal. Et après, quand on arrive, ils s'enfuient, ils courent dans la cité. Alors là, on va essayer de ne pas les calculer. On va rentrer directement dans la cité un peu avant et voir s'ils occupent pas illégalement les halls d'immeubles. Un jeu du chat et de la souris qui nécessite de l'expérience. Pour prendre les dealers sur le fait, ce gardien brigadier n'hésite pas à employer quelques ruses. Vas-y, va tout droit, on va les feinter un peu pour une fois. Tout droit, on va rentrer pas par le même endroit que d'habitude. Parce que là, peut-être qu'ils vont penser qu'on passe juste comme ça. Là, il y a des clients là. On va aller les voir, on va faire une prise de contact. Vas-y. Ça siffle. Oh, il y a du monde, hein? À l'arrivée des policiers, une petite troupe se disperse immédiatement dans le calme. Oh là là, il y a du monde aujourd'hui, hein? La présence des forces de l'ordre semble les avoir dérangés. C'est fermé, messieurs, faudra passer un peu plus tard. Merci. Bonjour, monsieur. À draguer? Vous draguez ici? À Las Palmas? Pas le droit. Hein? On n'a pas le droit. Oui. Oui, le jardin sur la droite. Vous n'êtes pas venu draguer, monsieur. En fouillant autour de la zone où se trouvait le groupe d'hommes, Julien va obtenir la preuve qu'il vient de contrecarrer les plans des dealers. Dans les buissons, justement, il y a un petit sachet transparent, il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est un petit pochon. Il y en a même deux. Julien sait que ce sont sûrement de jeunes guetteurs qui ont informé les vendeurs de sa présence. Alors avant de repartir, les policiers font un tour du quartier pour procéder à quelques contrôles. Vas-y, présentez-moi ce que vous avez. Vous avez quoi, une petite quantité quand même? Un pochon? En palpant cet adolescent qui porte une veste noire, Julien trouve du cannabis et un poing américain. C'est pas moi, c'est pour ça. D'accord. Une arme de 6e catégorie considérée comme dangereuse et dont le port est interdit en France. Vous avez fait quoi avec ça du coup? Moi? Non, je vais le récupérer, je dois le ramener chez mon cousin. D'accord. Chez moi, j'ai pris à mon grand frère, je dois le ramener à mon cousin. Ok. Les policiers procèdent donc à l'interpellation du suspect. Mais au moment d'embarquer le jeune garçon, son grand frère fait irruption. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, allez-y. Allez-y, monsieur. Vous avez déjà fait la performance? Allez-y. Et si on croit qu'il y a quelque chose, vous racontera plus tard. N'importe quoi, mais la honte, vous me faites. C'est bon, laissez-moi partir. Vous allez embarquer le petit frère, vous allez le garder 2-3 heures, vous allez le lâcher, vous allez très bien. Et voilà, mais ça va se passer comme ça. Laissez-le tranquille, là, vas-y. N'importe quoi. Allez, on y va les gars. Julien ne se laisse pas intimider. L'adolescent va devoir s'expliquer au commissariat. La présence permanente des policiers leur permet aussi de constater d'autres infractions. Johan est en patrouille dans un autre quartier populaire lorsqu'il tombe nez à nez sur un conducteur de 2 roues qui roule sans casque. Pourquoi tu mets pas le casque? Les policiers sont sur leur garde, car ici, leur uniforme ne plaît pas à tout le monde. On est dans un quartier sensible. Là, il y a un regroupement d'individus en face. On est en train de contrôler un scooter. On sait que ça peut déborder à tout moment, donc gazeuse spray dans les mains au cas où. Au moins, on est prêt à... Un projectile vient d'être lancé sur les policiers. Par chance, il a manqué sa cible. Vas-y, c'est bon, va. Johan ne veut prendre aucun risque. Alors, avant d'être blessé, il préfère décrocher de sa position. On vient de se faire caillasser, mais on se casse. On va revenir après. On s'est fait invectiver et ils ont tenté de nous balancer des projectiles. Donc on attend des équipages en renfort et on va aller faire un tour à l'intérieur. Dans les quartiers, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Alors pour se faire respecter, les policiers doivent montrer qu'ils restent les garants de la loi.
c'est des endroits où ils se sentent vraiment pousser des ailes de plus en plus. Donc à un moment donné, voilà, faut dire stop, quoi. On se fait caillasser, on se fait insulter. On n'est pas là pour ça. Là, on va descendre à 7 équipages et on va pacifier la zone, quoi. 1 heure plus tard, le déploiement de force est impressionnant. Non, je vais te mettre des mecs qui courent vite. Il est où, Riri ? Une quinzaine d'hommes en tout sont mobilisés, dont un maître chien. Fréquence 7. Ouais, Julien, on est en place, hein. On attend ton top. Avec leur nombre, les policiers espèrent prendre sur le fait les revendeurs de drogue du quartier. Lorsque le top action est donné, les policiers encerclent la barre d'immeuble où le projectile a été lancé. Mais le bâtiment est immense et complique la tâche des forces de l'ordre. Là, il faut du monde là aussi. Entre les caves, les parkings et les cages d'ascenseurs, les cachettes sont nombreuses. Fais le tour avec le chien. À l'intérieur, il y a du monde là-haut. Ouais, il y a la Sino qui va te rejoindre, Julien. Johan et ses collègues finissent par tomber sur une bande de jeunes. Les hommes âgés d'une vingtaine d'années fanfaronnent et se moquent des policiers. On prend les bonbons, tu vas faire de l'argent avec. Prends des bonbons. Tiens, prends des bonbons, tu vas faire de l'argent. On est jeunes, on fait pas de l'argent. On n'a pas de diplôme, on fait de l'argent. La palpation ne donne rien. À première vue, les guetteurs ont encore bien fait leur travail. Ah, nous pareil, 226 on est à l'intérieur, c'est race. Mais les policiers ne perdent pas espoir. En ressortant de la cave, soudain, tout s'accélère. Un homme vient de prendre la fuite en apercevant les forces de l'ordre. Une course-poursuite s'engage. Les policiers découvrent que l'homme s'est réfugié dans une cave et serait armé d'un couteau. Ah, c'est lui, ouais, c'est lui. Submergé par le nombre, le suspect est rapidement maîtrisé. Pour un saut, l'individu, on l'a intercepté. Vous avez retrouvé le couteau ou pas? Non, il a du si, j'ai tout. J'ai tout, regarde. C'est pas grave. J'ai tout. Allez, c'est cool. C'est bon? Allez, c'est bon. Avec cette descente, les forces de l'ordre ont rétabli le calme dans le quartier. Ils espèrent que cette arrestation servira d'exemple et dissuadera certains jeunes de basculer du mauvais côté. Quelques heures plus tard, en fin de journée, les policiers reçoivent un message radio inquiétant. Un homme violent vient de s'en prendre à une femme dans un supermarché. Le suspect a pris la fuite. Plusieurs patrouilles sont à sa poursuite. Il y a une dame qui a été jetée contre une vitrine apparemment. Oui, il commence à frapper quand on arriverait des gens. En pénétrant à l'intérieur, les policiers découvrent la victime. Pendant que la femme était prise en charge par les policiers, Julien vient d'appréhender le suspect à moins d'1 kilomètre de là. Il a de nouveaux éléments à transmettre. La victime, qui est en fait sa femme, ça a été une dispute, d'accord? Donc il a projeté contre la vitrine. Et voilà, on a tout recueilli. La femme, elle est là? Et la femme, elle est là. On l'embarque avec nous, hein. Ouais. Julien est un peu sonné, car en palpant le compagnon de la femme, il a compris que ce différend conjugal aurait pu très mal tourner. Donc on a procédé à l'interpellation de l'individu qui était en possession d'une arme de poing de catégorie B. L'arme de poing était armée, approvisionnée, chargée et approvisionnée. L'arme saisie se trouve dans ce sac en papier. Les policiers vont la verser au dossier et l'homme devra expliquer pourquoi il portait sur lui un pistolet 22 long rifle. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, pas eu de dégâts, donc bon, ça s'est fait dans les règles. Et c'est une histoire qui finit bien, qui aurait pu mal finir. Qui aurait pu mal se terminer, surtout que c'était une vraie arme, donc on ne sait pas ce qu'il avait dans la tête. Pour l'instant, on ne sait pas s'il a consommé de l'alcool ou quoi. Donc ça, après, c'est l'officier de police judiciaire qui prendra le relais. Malgré son expérience, c'est la première fois que Julien est confronté à une telle situation. Je ne pensais pas tomber sur un flingue, je te le dis. Compte tenu de la gravité des événements, le chef de la police municipale en personne a fait le déplacement. Richard Gianotti tient à saluer le sang-froid de ses équipes. Ok, bravo les gars, félicitations. Pour ce professionnel expérimenté, cet homme qui était dans une colère incontrôlable aurait pu commettre l'irréparable s'il n'avait pas été maîtrisé. En
plus, on est dans un contexte un peu particulier, au travers justement du contexte terroriste que vous connaissez, dans une ville qui a été marquée par l'attentat, un individu qui rentre avec une arme de poing dans un centre commercial. Donc on est dans un contexte où il faut qu'on intervienne très rapidement. L'homme arrêté en possession d'une arme est conduit au commissariat. Pour port d'armes illégales, il risque une peine maximum de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Deux heures plus tard, sur la promenade des Anglais, les rues sont beaucoup plus calmes. Une autre voiture de police effectue une patrouille de surveillance lorsqu'il repère un conducteur de 2 roues sans gants. Il a pensé qu'on veut le doubler. Les policiers font signe au scooter de s'arrêter, mais l'homme continue sa route. Monsieur! Désormais, les policiers comprennent mieux pourquoi le conducteur ne voulait pas s'arrêter. Et ils aimeraient en savoir plus sur lui. Est-ce que vous avez connu des services de police? Pour de petites conneries. C'est-à-dire? Je sais pas, agression, vol... Complicité, tentative de meurtre. Complicité, tentative de meurtre. La date de combien de temps? 3-4 ans. Les policiers ne laissent rien transparaître, mais ils ont face à eux un homme potentiellement dangereux. Alors ils se méfient de ses réactions. C'est quoi que vous avez là? Enlevez. Montrez-moi, simplement. Ok. Ouais, j'ai pas voulu, monsieur. Non, monsieur, regardez là. Voilà, c'est pas la question qu'on pose. Pour l'instant, on est à la palpation. Compte tenu du passé de cet homme, les policiers veulent s'assurer que le scooter n'a pas été volé. Je vous dis la vérité, il est pas à moi. On vous l'a prêté? Ouais. Un fichier vol et cible pour un 2 roues Piaggio. Il n'est pas volé? La plaque. Des recherches qui ne plaisent pas au jeune homme. Vous pensez que je m'aurais arrêté, c'était un scooter volé? Monsieur, je vous dis la vérité. Je vois pas pourquoi vous mettez dans tous ces états alors que c'est un simple contrôle. Oui, bien sûr. Comme mon collègue vous l'a dit, vous n'avez aucun papier justifiant de l'identité du scooter, son attestation, sa carte grise. On est d'accord? Le conducteur est nerveux et se victimise pour tenter d'amadouer les policiers. On a toujours les mêmes paroles. À chaque fois qu'on contrôle un scooter, il est jamais volé. Depuis bébé, ça me porte la guine. Depuis petit. Tout. Ma tête, il ne passe pas devant la police. Ma tête ne passe pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les policiers contre moi. Je sais pas. Ma tête ne passe pas. Au détour de simples questions, les policiers découvrent peu à peu le passé complexe de ce conducteur, qui ne semble pas tout à fait dans son état normal. Et en dehors de ça, vous êtes connu pourquoi encore résine de cannabis? Ah voilà. Pourquoi vous êtes nerveux comme ça? Qui dit contrôle, dit garde à vue, qui dit garde à vue, dit prison. Le contrôle dure depuis plus d'1 quart d'heure. L'homme a du mal à cacher son anxiété et tente même de trouver une porte de sortie. Mais moi, 35 € si tu veux pour les gants, 90 €, ça fait combien? D'abord on vérifie, on finit le contrôle, monsieur. Tu veux mettre un amende? Il n'y a pas de souci. On fait notre travail, monsieur. Vous savez, si vous faites les questions et les réponses, ça peut durer longtemps comme ça. Mais là, le scooter est volé. Je vous jure sur la tête de mon fils, moi je vais juste là-bas, la personne je la tue devant toi, et après tu me dis démerde-toi avec eux. Moi j'ai rien à voir. Le scooter n'est pas à moi. Ah bah dis donc, juste pour un petit vol, vous tuez une personne. L'homme profère des menaces de mort face aux policiers. Une phrase de trop qui sonne le début de sa garde à vue. Monsieur, vous avez raison, on va aller au poste, ça sera plus simple. Vous tournez s'il vous plaît. Ah. Tiens, je vais passer des notes. Allez, viens. Et le scooter? Le scooter, on va le garer. Où? Là, ici. Non, ils vont le voler les gens. Voilà. Cet homme, aux multiples facettes, est arrêté sur ordre de l'officier de police judiciaire. Attention à votre tête. Et ce, pour une bonne raison. Il est recherché, donc on n'a pas de motif réel, donc l'OPJ va faire des vérifications et voilà, donc l'OPJ prend le relais. Grâce à leurs nombreuses patrouilles, les policiers municipaux déploient une toile invisible sur la ville.
Une surveillance de tous les instants qui permet parfois de mettre hors d'état de nuire ceux qui essayent d'échapper à la justice. De son côté, Johan, le chef de la brigade de nuit, est en patrouille depuis plus de 3 heures. Pour l'instant, rien à signaler. Mais en quelques secondes, tout va s'accélérer. Il est parti dans la rue à droite. Ok. C'est bon? Merci, monsieur. Ce passant aurait vu un homme se faire agresser sous ses yeux. Au bout de quelques mètres, Johan aperçoit dans la rue un homme au physique imposant qui saigne abondamment. Restez là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand noir plus grand que moi, il me dit, je vais le battre. Je dis, mais pourquoi? On va, coup de poing là. Là, je me bagarre avec lui. Voilà, et c'est tout simplement ça. D'après cet homme, ce serait un simple regard de travers qui aurait tout déclenché. La victime a la lèvre tailladée sur plusieurs centimètres. Ce geste aurait pu avoir de graves conséquences. Vous déposez plainte, oui ou non? Non. Ok. Ça va quoi, de toute façon? Et au moins, il va vous dédommager tous vos frais d'hôpitaux, tout. Parce que là, sinon, c'est lui qui allait payer pour... Ouais. On est sûr? Alors, après avoir demandé la description du suspect, Johan envoie 2 de ses coéquipiers à sa recherche. Ouais, demandez un équipage en assistance via Azure. Voir si on a un équipage lac unité plus proche pour l'interpellation. Une fois la victime prise en charge par les pompiers, Johan rejoint ses collègues. Ils viennent d'intercepter le suspect à 1 kilomètre d'ici. D'accord. Pour l'instant, c'est non, pas besoin. On vérifie que vous n'ayez pas d'armes. Ok, on n'a pas dit que vous étiez actif. Le suspect est agité. Alors Johan essaye de le raisonner, car il sait de quoi il est capable. Vous allez venir avec nous pour une vérification au commissariat. D'accord. Je m'en fous. Vous allez venir avec nous au commissariat. D'autres policiers arrivent en renfort pour arrêter le suspect. Je vais vous donner mon nom. Je vais vous donner mon nom. L'homme va être conduit au commissariat pour être auditionné. Inculpé pour coups et blessures volontaires, il a écopé d'une amende de 1 500 €. Quant à la victime, elle garde encore aujourd'hui les cicatrices de cet acte de violence gratuite. Comme toutes les grandes villes françaises, Nice n'échappe pas à l'essor de la livraison de repas à domicile. Les livreurs sont chaque jour plus nombreux et certains oublient les règles élémentaires de sécurité. Cet après-midi-là, une patrouille de la police municipale vient d'arrêter un jeune livreur en scooter pour lui demander de mettre ses gants. Mais quelques minutes plus tard, l'homme reprend sa route sans les porter. Les policiers voient rouge. Arrête-toi! Arrête-toi là. Ah, mettez-vous. Je m'en fous. T'avais les gants dans la main, arrêtez-vous là. En plein milieu sur la route, je me suis poussé le temps que je les mette. Le livreur tente de se justifier, mais il n'aura pas 2 fois la même chance. Je vais vous dire de suite. Il y a des fois. Non, je vais vous dire de suite. Moi, je vais vous dire ce qui est. On a pris le temps de s'arrêter. Oui, j'ai pris le temps. Écoute, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, sinon je discute pas, même pas, je vous verbalise de suite. Oui, j'ai compris. Bien sûr, je les ai pris dans la main pour que je puisse les mettre, mais il y avait des voitures derrière moi. Et ça prend combien de temps? Et ça prend combien de temps ça prend? Ça prend combien de temps? Et on m'a klaxonné derrière. Vous me présentez les papiers des véhicules. Après avoir tenté de négocier avec les policiers, l'homme change de tactique. Pour se dédouaner, il leur explique qu'il n'est pas le seul à être en tort. Déjà, de une, peut-être j'ai pas mis les gants, mais le passage piéton, vous l'avez grillé devant moi. Le feu rouge, vous l'avez grillé. Moi, Ah ouais, d'accord. Ouais, vous n'êtes pas... Non mais... Vous n'êtes pas policier, monsieur, non? Je ne suis pas policier, mais je vous ai dit, j'étais en plein sur la route. Ah d'accord. Parce que je pensais que vous étiez aussi de la police. Le livreur se veut irréprochable. Pourtant, il roule sans aucun papier. Vous n'avez pas de pièce d'identité à nous fournir? Avec votre nom? Tout le monde a quelque chose sur son téléphone. Les policiers sont intraitables, car les accidents de 2 roues sont nombreux dans la région. Le livreur, lui, ne décolère pas. C'est quoi le souci? J'ai fait aucun délit. Bah, vous avez le non-port des gants. Non-port des gants? Bah ouais. Vous me dites gentiment de comme quoi? Bah gentiment de vous mettre les gants, vous les mettez pas. Je vais les mettre, c'est Non, tout. vous les avez pas mis. Je vais pas les mettre en plein route, comme ça je gêne tout le monde. Vous avez fait plus d'1 kilomètre sans les mettre, monsieur. 1 kilomètre. Bah ouais, bah ouais. Je me décale de la route, là, il n'y a personne, j'allais les mettre. Ah, vous alliez les mettre là? Oui, je vais les mettre. de foutre de ma gueule, là. Non, vous alliez les mettre là, ouais, bien sûr.
Vous grillez les feux rouges, vous respectez rien du tout. Après, vous vous permettez de me dire que je travaille mal. Pourquoi? Parce que j'ai laissé sécher mes gants parce qu'ils étaient mouillés. Ah, maintenant c'est les gants, maintenant les gants étaient mouillés. Bon, d'accord. Après avoir contrôlé les fichiers, les policiers ont la confirmation que ce scooter appartient à cet homme et qu'il est en règle. Il est titulaire du permis B, A2 et AM. Solde 12-12. Ah, c'est reçu pour 4-3, merci. Après avoir fait de la prévention, place à la répression. Vous recevrez l'amende chez vous, ça sera 45 €. Sachez, je ne vous ai pas verbalisé pour la non-présentation des documents administratifs. Les policiers espèrent que cette amende changera les mauvaises habitudes de ce livreur et de ses nombreux confrères. C'est des livreurs, ils mettent rarement les gants. Beaucoup d'infractions au code de la route. Franchissement des feux, des stops, céder le passage, donc voilà, multiples infractions. Donc à chaque fois qu'on les intercepte, forcément, ça déplaît, quoi. Ça déplaît. Si aujourd'hui ce livreur avait oublié d'enfiler ses gants, certains vont encore plus loin et n'hésitent pas à mettre en danger leur vie pour gagner quelques précieuses secondes. À la nuit tombée, sur une des voies rapides de Nice, les policiers de la brigade de nuit ont repéré un homme au comportement étrange sur un scooter qui livre des pizzas. C'est sûrement un scooter brûlé. Johan, le chef de la brigade de nuit, garde ses distances car il veut éviter que le conducteur panique et prenne la fuite. Tu lui dis qu'il sorte à la prochaine. Bonsoir, vous sortez à la prochaine. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce jeune homme roule à plus de 60 km/h sans casque. Arrêtez-vous. Là, ici, là c'est bien. Là c'est bien. Arrêtez-vous, je vais vous mettre en protection. Une fois arrêté, Johan aimerait savoir pourquoi ce livreur roule sans aucun équipement de protection. Sinon, j'ai oublié le casque, en fait, je peux le prendre avec un... Et depuis tout à l'heure, vous livrez sans casque? Non, j'ai oublié, c'est pour la livraison. Cette livraison, j'ai oublié le casque. Ok. Je l'ai posé là-bas. C'est quoi le... Je suis tombé sur vous. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi les policiers l'arrêtent. Pourtant, son look n'est pas du tout adapté à la conduite d'un deux roues. Les policiers questionnent le livreur pour savoir pour qui il travaille. Le scooter est à qui? C'est un pizzeria, là. À quelle pizzeria? Sur la pizzeria. Le chef. Monsieur, non, il n'y a pas de laissez-moi. Pour l'instant, c'est un contrôle de police, d'accord? Donc, tranquillisez-vous. Il n'y a pas de souci. Le scooter appartient. Quel est le nom de la pizzeria? Ok. Est-ce que vous êtes embauché là-bas? Vous travaillez là-bas? Oui, pour dépanner, là. Pour dépanner, vous avez un contrat? Oui, c'est sous-traitant. Vous êtes sous-traitant? Et vous sous-traitez ceux qui vous ont prêté le scooter? Je crois pas une seconde. Vous me présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Cet homme éveille de plus en plus la curiosité de Johan. Alors, en attendant le retour des fichiers, le policier questionne tranquillement le livreur et comprend au fil des minutes que son conducteur n'est pas un simple livreur de pizza. Vous êtes connu, service de police? Pour quel motif? Pour quel motif vous avez une fiche de recherche? L'homme se montre hésitant et Johan va vite comprendre pourquoi. Par radio, les policiers découvrent que ce conducteur possède un palmarès encore plus impressionnant. On vérifie, monsieur, on ne sait pas à qui on a affaire, donc on vérifie. Vous voyez, si je vois le scooter, je vais vous laisser là. Il y en a plus que ce que vous croyez, monsieur. Et je peux vous garantir qu'il y en a... J'ai pris des refus d'intempéries, outrage à agent avec violence. Ouais. Et puis? J'ai passé l'âge de voler des 50 Ludix, même pas 100 €. Pour se sortir de ce mauvais pas, le conducteur abat sa dernière carte. Je regrette d'avoir fait ça d'un côté. Ouais, c'est déjà bien, vous regrettez. Vous faites votre boulot, vous. Mais d'un côté aussi, moi je me sens pas libre en France, quoi. Je suis pas si libre que ça. Si vous faites des infractions au code de la route, monsieur, c'est normal que vous fassiez contrôler. Le mea culpa du conducteur semble sincère, mais ses antécédents judiciaires vont le rattraper. Vous allez venir avec nous, d'accord? On va faire une vérification. Le deux roues va être remisé à votre employeur.
Le suspect sera présenté à un officier de police judiciaire dans la soirée. Après vérification, Johan apprendra que l'homme n'était pas en service ce soir-là et avait emprunté le 2 roues. Sa conduite imprudente a permis aux policiers d'arrêter un homme recherché. Une semaine plus tard, sur les hauteurs de Nice, les policiers municipaux se préparent à mener une opération bien spéciale. Je monte à l'avant, je reste sur l'avant avec toi. Et avec Rudy et les deux, ils courent. Allez. Jean-Christophe, le chef de service de la police municipale, ne relâche pas la pression sur les dealers. Il y a du monde, hein. Il est blindé le bus. Hein. Ce soir, il a décidé de se rendre dans un quartier sensible en utilisant un cheval de Troie. Donc on va essayer de faire une approche un peu plus discrète. On est détecté immédiatement avec nos véhicules sérigraphiés. Donc on utilise un petit peu le transport pour essayer d'arriver en approche immédiate à leur contact avant qu'on soit détecté. Juste après le démarrage, je vous demanderai de vérifier légèrement avant la réponse pour descendre. Merci. On va débarquer, on va pas tarder à aller. On va débarquer, tu peux mettre en avant. Axel, viens devant, Axel, viens devant. Voilà. Arrivés aux portes de la cité, les policiers se déploient en escouade. Depuis plusieurs semaines, ils sont à l'affût et connaissent les points de deal potentiels. Ils espèrent donc faire une belle prise. En tête de pont, Jean-Christophe aperçoit un homme s'échapper devant lui. Là-bas en face, tout en noir. Prévenu par radio, ses collègues se dispersent en étoile pour prendre à revers le suspect. Là-bas. En haut. Juste là. Continue tout droit. Après quelques secondes de flottement, c'est finalement Jean-Christophe qui met la main sur l'homme en fuite. Mais là-bas. Qu'est-ce que t'as fait avec ton putain de téléphone? Voilà, c'est bon. T'étais où toi? J'étais là. Ah, c'était toi, chauffe? Non, regarde. C'était toi qui faisais chauffe? J'ai vu comme ça, j'ai tombé comme ça, voilà. Fais voir la tête qu'il a. Voilà, j'ai tombé, monsieur. Regarde-moi, voilà, j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait, monsieur. Voilà, j'ai rien, monsieur. C'est toi. Tu vas me sortir ce que t'as à l'intérieur là. Voilà, monsieur, regarde. Tu vas me sortir ce que t'as à l'intérieur. Vite, tout de suite. Dépêche-toi. Les policiers palpent ce jeune homme, mais ils ne trouvent rien sur lui. Jean-Christophe cherche aux alentours car il croit avoir vu l'homme lancer quelque chose dans les herbes hautes. Il est passé là. Le suspect affirme qu'il a pris peur en voyant les policiers, mais ces derniers ont du mal à croire à sa version des faits. Vous arrêtez de mentir et de nous prendre pour des cons, d'accord? Johan vient de trouver un sac que l'homme aurait fait tomber lors de la poursuite. Ça, c'était posé sur le trajet de l'individu qu'on a pris en courant. Il est neuf, le papier et le plastique. Et il y a une somme marquée dessus, 1420 €. Voilà, donc le temps qu'on fasse le trajet, il y avait quand même du monde derrière nous. Peut-être qu'ils ont eu le temps de venir récupérer la somme, certainement. Donc, après, c'est des suppositions. Ça. L'étau se resserre peu à peu sur les trafiquants. Et les policiers comptent bien maintenir la pression. Le but, c'est de les harceler, hein. C'est d'être présent sur le secteur et régulièrement, comme on le fait. Donc voilà. Donc la mission qui est la nôtre est remplie. Le trafic de stupéfiants n'est pas la seule priorité des policiers municipaux. La chasse aux voleurs est permanente, notamment sur le bord de mer. Ce soir-là, sur la plage de Coco Beach, les policiers vont être confrontés à un vol audacieux. Du vélo, c'est ça? Ce jeune couple avait attaché ses vélos sur une grille pour aller au restaurant. Mais au moment de repartir, ils avaient disparu. Gris et bleu. Les deux sont gris et bleu, c'est un qui est gris, un qui est bleu. Alors gris-bleu pour un. Les policiers notent tous les éléments qui pourraient leur permettre de les retrouver. Ok, et l'autre? Il est blanc et rouge. Blanc et rouge. Les policiers ne sont pas surpris. Le bord de mer de Nice est devenu le lieu de toutes les tentations. Vol de vélo fréquent, tout type de vol, hein, que ce soit portefeuille, que ce soit téléphone, c'est on va dire le quotidien. La sortie au restaurant de ce couple lui laisse un goût amer. C'est la première fois que vous faites voler un vélo? Eh oui. C'est même la première fois qu'on l'utilise. Il y a un début à tout. Ouais, on était contents de sortir. Voilà. Et ils étaient canassés? Ouais, ils étaient accrochés. Dans ce type d'affaires, chaque détail compte. En questionnant les propriétaires, les policiers savent que l'un des vélos dispose d'un kit d'entretien et surtout d'une pompe jaune. Une couleur qui ne passe pas inaperçue, même la nuit.
Ouais, affirmatif. Donc les vélos étaient stationnés au niveau de Coco Beach. Donc voir si vous voyez deux individus sur ce type de vélo. Au centre de vidéosurveillance, les opérateurs ont pris le relais. Grâce aux informations dont ils disposent, comme le lieu et l'heure approximative du vol, ainsi que la couleur et le modèle des vélos, les policiers espèrent pouvoir retrouver leurs traces rapidement. Ah ouais, il est là, il me passe devant. Hop, il vient de passer, 13 48 01. Donc tu devrais le voir là. Quelques minutes plus tard... Il y a la vidéo qui nous a rappelé, donc il voit les deux individus sur les vélos qui correspondent, donc il y a de fortes chances que ça soit ça. La caméra a pu le visuel dessus, donc nous on va aller voir directement sur place. Une fois sur les lieux, les policiers apprennent par radio que 2 suspects sont rentrés à l'intérieur d'un immeuble. Les vélos, ils ont quoi? Ils ont mis à l'intérieur? Ils sont rentrés dedans, ils sont sortis sans les vélos. Ok. On va garder un appui visuel au niveau donc, de l'entrée C de l'immeuble où ils sont rentrés. Nous, on va les pousser un peu plus loin pour voir si on arrive à les détecter. Appris, pareil. Pour ne pas se faire repérer, les policiers se postent à bonne distance et observent le moindre mouvement. On va se prendre un peu l'autre derrière. Ça fait un peu short et gris. Celui qui arrive juste derrière. C'est avec la couleur bleue, un bleu et un rouge. Attends, c'est pas dur, hein. Bleu, c'est bleu-gris et l'autre... Un homme qui correspond au signalement transmis par la vidéo vient de partir en vélo en direction de la mer. Les policiers le prennent en filature. Il perd sa trace tout près de la plage. Il tourne en boucle. On va garder bien quand même un visuel par rapport à leur entrée d'immeuble. Mais il en faut plus pour décourager les hommes de la brigade à vélo. On sait que le point de départ, donc, il est ici. On se remet sur le point de départ en espérant qu'ils vont revenir chez eux. Et donc de là, on les interpellera parce qu'on sera toujours en flagrant délit. Donc, voilà. Grâce aux caméras, les policiers pensent que les voleurs ont un point de chute dans cet immeuble. Alors ils scrutent chaque mouvement suspect. Une longue attente commence. Tapis dans l'ombre, les policiers sont prêts à bondir à tout instant. Parler. Donc par rapport au dernier revisionnage, ils perdent le visuel sur toutes les caméras autour. Désormais, tout repose sur cette surveillance. Les policiers espèrent que leur intuition va s'avérer payante. Vous avez quelque chose au revisionnage ou pas, une dernière position? Les minutes passent et la tension s'installe. Seuls quelques piétons ou couples d'amoureux viennent troubler le silence de la nuit. Les policiers commencent à perdre espoir quand soudain, l'un des suspects vient de passer devant les policiers. Ils l'ont reconnu à ses vêtements. Les policiers transmettent l'information à la vidéo qui poursuit la filature en espérant que le voleur retrouve son complice. La coordination des unités va porter ses fruits. Ouais, là que unité, d'arrêt 104 pareil. Parlez pour la 51. Ouais, la marque du vélo. Les caleçons Rotrider. Ouais, affirmatif, ça correspond. Une autre patrouille de police vient d'interpeller les auteurs de vols de vélo. Conduit au poste, le premier homme d'origine étrangère affiche un joli sourire. Son complice a lui aussi été conduit au commissariat. Placés en garde à vue, les 2 hommes ont été inculpés de vol. Ils risquent une peine maximum de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Quant au vélo, ils seront restitués à leurs propriétaires. Ouais, c'est toutes les affaires qu'ils avaient prises dans le véhicule. Entre minuit et 4 heures du matin, les policiers savent qu'ils peuvent être confrontés à tout type de violence, notamment celles faites aux femmes. Les policiers patrouillent donc autour des bars et des restaurants à l'heure de la fermeture pour montrer leur présence. Il est 2 heures du matin lorsque les policiers prennent en charge une femme qui aurait été victime d'une agression. Un suspect vient d'être arrêté par une patrouille à vélo. La victime présumée le reconnaît immédiatement. La femme d'une 40aine d'années est sous le choc. Alors les policiers l'éloignent du suspect pour comprendre ce qui s'est passé. On est sorti des bars et les 2 garçons ils commençaient de nous... Oh, vous voulez cannabis, tout ça. On a dit laisse-nous tranquille. Bon, et après, il ne me lâche pas. Il a dit qu'est-ce que tu veux parler mal. Voilà. Ok, ensuite il vous a frappé? Oui, 2 fois. Là et là. Vous avez pris des coups? Oui. J'ai presque la tête qui tournait, je pense que je vais tomber. D'accord. Il vous manque aucun objet? Non, rien, parce que mon sac était là, ça va. D'accord, vous voulez déposer plainte? Je veux bien. D'accord, donc il va falloir aller au commissariat. Ok.
De son côté, l'agresseur assume totalement son geste. Selon lui, cette femme l'a poussé à bout. Je suis pas quelqu'un d'assassin, ouais. Une femme à m'agresser. Donc vous frappez les femmes? Non, je te jure que non. Sur la tête de ma mère, j'ai même pas insulté une femme et ni agressé une femme. Sauf ce soir, c'est cas exceptionnel, les gens ils m'agressent. Voilà, il n'y a pas de souci. En racontant son histoire, la victime revit la scène. Il n'avait pas le temps. C'est la première fois. Je sortais à l'anniversaire de ma copine et finalement c'est comme ça. Franchement. Blessée légèrement au visage, cette mère de famille a eu très peur pour elle. On est où là? Dans quel... Moi aussi j'ai deux garçons, hein. Bien gentils, hein. Jamais parlé comme ça, comme traiter et taper surtout des femmes. C'est quoi ça? L'agresseur est calme et accepte son sort. Son seul tort, selon lui, c'est d'avoir trop consommé d'alcool. Je suis pas un assassin quand même. L'alcool, ça va vite. Voilà. Et là, ça se finit mal, quoi. Voilà. Bon, c'était mal fini, j'assume. Mais j'ai rien fait de mal, c'est elle m'a agressé au début. Et je partais en courant parce que j'avais peur. Pour avoir frappé une femme en pleine rue, cet homme risque une amende de 750 € et une peine de prison. Les policiers sont fiers d'être intervenus à temps. Le harcèlement de rue, c'est un fléau de notre époque. Notre mission, c'est ça, c'est pour le bien-être de toutes les personnes qui viennent en vacances ici, pour qu'elles continuent à venir, pour que d'autres personnes viennent. Si cette ville n'est pas sécurisée, les gens ne viendront plus, donc moins de tourisme et ça joue aussi sur l'économie. Donc on est là pour ça. Faire de Nice une ville sûre est un travail de tous les instants, notamment lors des grands rassemblements populaires. Dans quelques semaines, les policiers municipaux se préparent à vivre une soirée à haut risque avec le réveillon du jour de l'an. Nice, 20h. Au poste de police principal, les agents municipaux sont sur le pied de guerre. Messieurs, dames, bonsoir à tous. Merci d'être là à l'occasion de la dernière soirée de l'année 2019. Dans cette grande pièce, 80 hommes et femmes écoutent à la lettre les consignes de leur chef, Richard Gianotti. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la soirée de la Saint-Sylvestre se passe au mieux. On va travailler en appui avec le CSU, qui est dans son organisation optimale et qui va essayer, en plus de nous sur le terrain, de détecter d'éventuels comportements qui seraient de nature à se traduire par des destructions par incendie. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est un moment bien particulier pour les forces de l'ordre. Car certaines bandes essayent par tous les moyens de gâcher la fête en mettant le feu à tout ce qu'ils trouvent. On orientera sûrement nos sapeurs-pompiers, parce qu'ils vont intervenir sur les simples feux. Ils interviendront seuls, mais sur des gros feux ou sur des instants qu'il y aura du rassemblement auprès des feux de poubelle, comme les dernières, on les accompagnera. Chaque année, entre 500 et 1000 véhicules sont brûlés dans toute la France. À cela s'ajoutent les vols et les agressions dont les policiers sont parfois la cible. Tout ce qui est bouteilles remplies d'essence, tout ce qui est jerrycan, l'acide. L'acide, on a l'habitude. Ils font les petites bouteilles avec des paillettes d'alu dedans et de l'acide. Ils vous jettent ça dessus et ça fait l'effet d'une bombe, entre guillemets, une petite bombe, et ça va vous éclabousser au niveau de l'acide. Donc ça, soyez attentifs là-dessus. Là-dessus, on doit attraper, on doit interpeller, on doit présenter. Chacun prend son poste en sachant que la nuit promet d'être longue et agitée. Vous prenez le véhicule et vous faites mouvement avec moi sur le quai des États-Unis. Sur la promenade des Anglais, l'ambiance de ce début de soirée est plutôt bon enfant. Mais à l'extérieur du centre-ville, c'est une toute autre ambiance qui règne. Quelques départs de feu sont déjà signalés. 292, Madeleine. On a un visuel partiel, on voit qu'il y a... Grâce aux caméras de vidéosurveillance, la situation est rapidement maîtrisée. Pour éteindre les tout petits feux comme ça, plutôt que de faire déplacer les moyens de pompiers, on l'éteint nous-mêmes, c'est réglé en 2 minutes et puis ensuite on peut passer à autre chose. Ça évite d'engager des pompiers, de créer un dispo et d'amener beaucoup de fonctionnaires pour un petit feu de poubelle. Donc c'est beaucoup plus rapide. Le compte à rebours est enclenché. Les forces de l'ordre ont la confirmation que ce 31 va tenir ses promesses. À quelques minutes du décompte final, les policiers qui patrouillent dans leur voiture aux 4 coins de la ville sont en alerte maximale. À minuit, je pense que ça va commencer à pétarder un peu partout. Là, pour l'instant, c'est plutôt calme. Donc, on attend d'ici 5 minutes. Je pense que tout peut changer. Dans les quartiers sensibles, le signal est donné.
Au centre de vidéosurveillance, les opérateurs sont aux aguets. En haut à droite. En haut à droite. Ils sont en train d'allumer un feu. Les choses sérieuses commencent. Ils sont en train d'allumer un feu de conteneur. Une bande vient d'allumer un feu dans un local poubelle situé au milieu d'un parking. Si le feu se propage, il pourrait embraser tout un quartier. Après avoir prévenu les pompiers, les policiers se rendent sur place pour sécuriser la zone. Une mission à haut risque, car ces feux servent parfois à attirer les secours dans de véritables traquenards. Alors les policiers s'équipent en conséquence. Casque, gilet pare-balles et bouclier. Une tenue de combat pour se protéger eux, mais aussi les pompiers. Malheureusement, dans ce genre de quartier, même les pompiers, ils sont caillassés. Le problème, c'est qu'ils montent, mais s'il n'y a pas d'accès pour eux et qu'ils sont en danger, ils sont obligés de faire machine arrière. Donc là, vu que le feu prend des proportions importantes, on est obligé de sécuriser leur travail. Le feu n'a pas été allumé ici au hasard. Pour l'éteindre, les pompiers doivent pénétrer entre deux barres d'immeubles. Un endroit parfait pour un guet-apens. Il y a des mecs capuchés là sur la gauche. Hein. Les policiers vont donc former un cordon de sécurité. Messieurs, vous reculez! Vous reculez! Prudemment, ils avancent en escouade et se répartissent tout autour du feu. Regarde les hauteurs, s'il vous plaît, on est vigilants. Les yeux levés vers le ciel, les forces de l'ordre guettent les jets de projectiles, comme les bouteilles, les pierres, ou pire encore. Le déploiement de force semble fonctionner. Les pompiers peuvent enfin accéder au feu. Grâce à l'intervention rapide des secours, le feu ne s'est pas propagé. Mais les policiers n'ont pas le temps de souffler. La ville est désormais noyée sous les fumigènes et les pétards. Le centre de vidéosurveillance vient de repérer un autre feu dans une zone sensible. Les flammes sont gigantesques. C'est un fourgon, fourgon en feu. Une nouvelle fois, les policiers s'équipent sans savoir à quoi s'attendre. Les pompiers sont déjà sur place. Le feu est en train de consumer 2 véhicules. Le risque d'explosion est réel. Il faut intervenir au plus vite. Les policiers municipaux forment un barrage et empêchent quiconque de passer. Une manière de protéger les riverains et de faciliter le travail des soldats du feu. Après avoir obtenu le feu vert, ces derniers se jettent dans la bataille. Équipés de leur masque à oxygène, les pompiers peuvent s'approcher au plus près des flammes et éviter de respirer des fumées toxiques. À l'écart, certains jeunes observent de loin le feu s'éteindre. Même c'est nos voitures là carrément. Pour eux, ces feux de véhicules font partie du folklore et seraient surtout une question de survie. Toujours dans l'année, on paye beaucoup d'assurance. Donc on est obligé d'envoyer un cramage de voiture une fois ou deux pour rattraper nos sous. Voilà, parce que sinon on ne paye pas nos loyers, on ne paye pas la voiture, on paye rien, on ne vit pas après. Pour qu'on touche bien les sous et pour qu'on parte l'année tranquille. Pour qu'on ait une voiture neuve, pour qu'on peut partir en vacances, t'as compris? Pendant ce temps-là, dans le centre-ville de Nice, la consommation excessive d'alcool commence à faire effet. Non, ils viennent se fighter. Non, il est tombé. Cet homme, qui tient debout grâce à ses amis, vient de se battre sous les yeux de Johan. Donc tu vas le prendre, tu vas aller le coucher. Vous y allez? Oui, c'est bon. Je veux plus vous voir, vous envoyez des vieilles patates. Le policier fait la morale à ces jeunes pour que leur réveillon ne se termine pas au commissariat. Allez-y. Allez-y. Johan reprend sa ronde, mais pas pour très longtemps. Là-bas, ça se bat grave au bout. Ils sont en train de se battre. À quelques mètres des policiers, un combat fait rage. Johan sépare les 2 hommes qui sont alcoolisés. Pourquoi il t'a agressé? Il voit ma femme, quoi. Quoi? Il voit ma femme, quoi. Il voit ta femme? Ouais, rien peu. Pourquoi il vous a agressé? Pourquoi? Il aurait pu le tuer, là. La merde, c'est des trucs de merde. Les policiers finissent par comprendre qu'un simple regard de travers aurait tout déclenché. Ouais, il y a eu un échange de coups entre les 2 parties suite à un problème avec sa compagne, sur laquelle il a essayé de dragouiller. Donc il y a eu un échange de coups, pas de dépôt de plainte des 2 côtés. Ce sera sans suite pour nous. Prends vite ta femme et allez-y.
Allez, bonsoir. Le réveillon touche à sa fin. Les rues se vident peu à peu. Mais à 4 heures du matin, les policiers municipaux vont se retrouver confrontés à un accident dramatique. Messieurs, dames, s'il vous plaît, reculez. Reculez, s'il vous plaît, merci. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a fait une chute depuis cet immeuble. Elle gît sur le sol dans une mare de sang. Oui, affirmatif. Elle est tombée du 4e étage. La situation est confuse. Les proches de la jeune femme ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Ils arrivent. Ah, stop. Comment elle est tombée? Je sais pas. Arrête. D'après sa famille, la victime était en train de suffoquer. Pour chercher de l'air, elle serait allée sur le balcon et aurait basculé dans le vide. Le papa de la victime est en larmes et crie sa douleur. Monsieur, venez moi. Monsieur, si vous vous énervez, ça va pas. Oui, je comprends. Oui, j'ai les enfants. Il faut du calme. Là, calmez-vous, d'accord? Je comprends tout à fait. Cédric, un policier municipal de 40 ans, tente de rassurer le père de la victime. Monsieur, il faut la laisser tranquille, d'accord? Les pompiers vont arriver. Ils vont s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Le premier réflexe des policiers est de couvrir la victime, qui respire encore. Car en ce petit matin, la température ne dépasse pas les 4 degrés. Allez, vous arrivez à me serrer la main? Allez, madame. On tient le choc, d'accord? Vous êtes courageuse. C'est très bien. Vous êtes très bien. Vous êtes courageuse, c'est très bien. Cédric ne laisse rien transparaître, mais il est inquiet. Le papa de la victime commence à perdre pied. Il sent que sa fille est entre la vie et la mort. Reste avec moi. Ça va là? Reste avec moi. Faut être courageux. On arrête de crier, on est fort. C'est fait. Monsieur, elle n'a pas besoin de vous entendre crier. D'accord? Elle a besoin d'avoir quelqu'un de fort. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un crier. Qui c'est le plus fort? C'est le papa qui sait. Pendant un court instant, Cédric met sa casquette de policier de côté pour parler à ce père, d'homme à homme. Promis, respire. D'accord? C'est pour ça que je te dis, elle a besoin d'avoir un papa fort. D'accord? Allez, la force. Les pompiers arrivent, suivis de près par les urgentistes du SAMU. La jeune femme est immédiatement prise en charge pour être conduite à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Cédric observe de loin toute cette agitation. Sa mission est terminée. Il peut enfin laisser retomber la pression. Si nous on n'a pas notre sang-froid, qui va l'avoir? Donc c'est à nous de gérer et on se débrouille comme on peut. Mais malheureusement, ça marche pas à tous les coups. Quelques heures plus tard, la jeune femme est décédée de ses blessures. Pour Cédric et tous les autres policiers municipaux de Nice, ce 31 décembre restera à jamais gravé dans les mémoires.